Juliette file le parfait amour avec son beau Roméo. Son Roméo s'appelle Jonathan. Il est anglais, il est beau, il est riche, il a tout pour plaire, mais elle s'ennuie à mourir. Alors, son père, qui veut pas du tout voir sa fille ennuyée dans son couple, paye Alex, briseur de couple professionnel, pour venir faire capoter le mariage. Si vous êtes un grand fan ou une grande fan de comédies romantiques sur Netflix ou autre, peut-être que vous reconnaîtrez le pitch, c'est L'arnaqueur. Ce que je trouve fascinant dans ce film, c'est un petit peu cette dernière scène où on voit Vanessa Paradis courir dans sa robe de mariée parce qu'elle vient de quitter l'hôtel et abandonner le mariage. Et puis il y a une alternance de plans avec Romain Duris qui court mais dans la même direction. À la fin, ils se retrouvent, ils s'embrassent, ils sont tellement heureux. Morale du film, si t'as un couple plan-plan, quitte-le. Le mieux, c'est les papillons dans le ventre. C'est celui qui t'a fait danser comme dans Dirty Dancing. Oui, bien sûr, sauf que le film, il s'arrête au moment où ils se font un bisou et on dit pas comment après ils galèrent pour construire peut-être un autre couple plan-plan, un autre couple qui aura des difficultés. C'est quoi ces morales de films, de comédie romantique où dès qu'il y a plus de papillons, dès qu'il y a plus d'excitation, eh ben il faut passer à autre chose. C'est quoi en fait le couple aujourd'hui ? JC, j'ai la sensation qu'il a des trucs à nous dire là-dessus. J'ai déjà parlé du livre de Eli Finkel dans un podcast précédent, mais pour moi, c'est tellement quelque chose qui me travaille par rapport au couple aujourd'hui. Je rappelle brièvement à nos auditeurs cette idée-là que le couple, à travers l'histoire, a vécu différentes transformations. Le couple de base, auparavant, c'était comme une entente de survie qui servait à créer, procréer, produire de la nourriture. Je pense à mes grands-parents au Québec qui labouraient la terre ensemble, puis se partageaient des tâches. Ensuite, on est rentré dans l'idée un peu plus romantique du couple, le dating. On pense, tu sais, ces images-là là, des années 50 où, bon, tu veux les papillons, tu veux l'amour. Puis ensuite, c'est comme un genre d'accompagnement. On vit une vie ensemble, on fait des voyages ensemble, on vit des expériences ensemble. Puis récemment, dans les années 70 à peu près, puis de plus en plus maintenant, l'image du couple idéal, c'est vraiment celle où chacun aide l'autre à se développer. Donc le couple, c'est vraiment comme un lieu de développement personnel. Puis ce que Finkel va dire, c'est que c'est comme une montagne qui fait un parallèle avec la pyramide des besoins de Maslow, dans le fond. C'est ironique, là, mais c'est vraiment ça. À la base des besoins de Maslow, c'est la sécurité, puis les besoins physiques. Ensuite, il y a les besoins émotionnels, puis le sommet de la pyramide, c'est l'actualisation de soi, le développement de soi. Puis, bon, la thèse de Finkel, pour le résumer brièvement, c'est que c'est comme le mont Everest. Plus tu montes en altitude, plus c'est périlleux. Puis les couples qui réussissent à atteindre le sommet, wow, bravo pour eux, mais il y en a beaucoup qui meurent en chemin. Surtout quand les conditions de la vie changent soudainement. Puis je pense que pour plusieurs de nos auditeurs qui vivent des transformations, soit d'avoir un enfant qui rentre dans le couple, là, tout d'un coup, t'es une famille, des déménagements, je pense à Christelle dans ses cartons, ça vient vraiment compliquer nos attentes par rapport au couple. Ce que tu veux dire, c'est que avant on cherchait pas l'accomplissement de soi et aujourd'hui on cherche plus des besoins plus fondamentaux, ou est-ce que tu veux dire que c'est des priorités qui ont changé? Dans le fond, c'est des choses qui sont cumulatives. C'est un peu comme une pyramide, dans le sens qu'aujourd'hui, savoir qu'est-ce qu'on va manger demain occupe une part beaucoup moins importante de nos préoccupations à cause des conditions économiques dans lesquelles on vit. Je veux dire, je suis sûr que c'est justement ces priorisations-là sont pas les mêmes pour des gens qui sont dans des pays ou qui sont dans des situations particulières où, bon, ben, savoir de quoi on va vivre demain prend plus de place. Donc, ce qui est différent, par contre, c'est que dans le passé, cette idée-là de développement de soi, ben, dans le fond, était submergée par ces questions-là de besoins physiques. Mais en même temps, puis c'est ça aussi qui est drôle, c'est quand même une idée chrétienne, ça aussi, cette idée-là que tu es là pour développer l'autre personne.
t'es là pour son bien. Moi, j'ai donné des cours de préparation au mariage à plusieurs reprises dans ma vie, ben ouais. Puis c'est super le fun. C'est une des jobs qui est le plus fun, c'est d'accompagner des couples qui sont pas encore mariés, à leur donner des outils tellement simples. La plupart des couples, c'est ça aussi, hein. On apprend tellement de choses à l'école, mais on n'apprend pas à être en couple. Puis si tu l'as pas appris dans ta famille, des fois, il y a des choses qui sont juste évidentes, puis... Mais que si on te l'a pas dit, ça... Ce qui est ironique, parce que si le couple, c'est exactement comme monter l'Everest, j'imagine qu'on prend des cours d'alpinisme avant de se taper le mont Everest. Alors du coup, comment est-ce qu'on est lâché dans la nature sans vraiment avoir les clés pour savoir comment trouver la personne, et puis en plus comment la rendre meilleure et comment être comblé dedans? Ah ouais, c'est sûr, c'est certain. C'est certain en même temps que être en couple, c'est plus un art ou une discipline qu'une technique, là, dans le sens que c'est à force de s'engager puis de le vivre que comme on devient mieux. Mais une des choses que j'enseignais dans un contexte chrétien, en préparation au mariage, c'est qu'on passe à travers les différents passages de la Bible qui parlent du couple. Puis souvent, les gens ont une idée que la Bible, c'est très... c'est l'homme qui décide tout, puis la femme va faire la vaisselle, puis c'est sa place est dans la cuisine. Il n'y a rien de ça dans la Bible. Hein? Non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Un des passages qui choque souvent les gens, c'est comme c'est dans un Corinthien qui dit la femme ne dispose pas de son propre corps, ça appartient à son mari, puis tout le monde sont comme oh ouais, c'est vraiment misogyne. J'utilisais ça pour prêcher au mariage. Puis verset après, c'est comme le mari possède pas son propre corps, c'est à sa femme. Puis là, le monde s'attend pas à cette mutualité-là complète, entière, de genre attends, non, le mariage, c'est le don entier d'une personne à une autre personne, c'est pas de donner la propriété d'une femme à un autre homme. Il y a deux choses que je trouve dingues dans ce que tu viens de dire. Pour peu qu'on ait une connaissance vague du monde antique, c'est-à-dire le contexte dans lequel le passage que je viens de citer a été écrit, non, le corps de l'homme n'appartenait absolument pas à la femme, c'était l'inverse. Hein, donc la femme appartenait comme objet à son mari. Et puis en plus, ce que je trouve encore plus... délirant, c'est cette idée de la réciprocité. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est presque une banalité, mais c'était en fait une innovation, tu viens de le dire, qui est venue avec le message chrétien que c'est ensemble, on va plus loin en fait. on peut se tirer vers le haut. Je dis parfois, si tu veux vraiment te développer en couple, marie-toi, parce que là, tu te mets dans un cadre, t'es fixé avec quelqu'un, veux pas, les circonstances peuvent être les plus difficiles. T'es vraiment dans des circonstances où la personne qui est en face de toi va t'amener dans des côtés de ta personnalité que tu connais pas en fait. Tu vas te confronter à un caractère différent. Mais ça, évidemment, ça avec des potes ou dans la famille, ça arrive aussi. Mais là, ce qu'il y a de particulier, c'est que tu t'es engagé. Tu t'es dit, le fondement de notre relation, c'est pas juste l'amitié, c'est pas juste les liens de sang, c'est l'amour. Et l'amour, c'est un verbe, c'est une action, c'est un choix, c'est pas juste des papillons. Bien sûr, c'est des papillons et des coups de foudre, mais c'est aussi un choix, c'est une démarche, c'est un effort, et c'est un effort qui a le pouvoir de nous transformer. C'est pas toujours très facile. Hein. Je repense rien qu'aux 6 derniers mois pour moi dans mon couple. C'était pas évident, mais pourtant pour rien au monde, je mettrais de côté ou je dirais que ça valait pas la peine de passer par les passages difficiles par lesquels je suis passé. Et ça, le contexte d'un engagement réciproque l'un envers l'autre, un engagement sur le long terme, ça permet en fait cet accomplissement de soi, là, au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est pas du 21e siècle, quoi. Ouais. Bon, il y a deux problèmes là-dedans. D'un côté, c'est extrêmement périlleux, puis on peut pas faire ça tout le temps. On peut pas faire ça tout le temps, dans le sens que avoir un enfant, par exemple, on dit que certaines études disent que ça rajoute 38 heures de soins par semaine vis-à-vis l'enfant. Donc, pour se réveiller. Donc, si t'es un couple qui t'es déjà en train de poursuivre une carrière, puis te développer parce que tu vas au gym, puis tu te dépasses parce que tu veux courir le marathon, puis t'es déjà en train de développement personnel, là, quand l'enfant arrive, là, qu'on soit logé, qu'on soit nourri, qu'on s'aime,
c'est suffisant, puis on peut mettre en pause un petit peu l'idée de développement personnel, ou de projet, dire que comme, ben, écoute, avoir un enfant, c'est une forme de développement ou de transformation. Donc, un autre passage que j'utilisais dans le cours de préparation au mariage disait, en quelque sorte, parlait de cette capacité-là d'aimer la personne telle qu'elle est, mais aussi telle qu'elle peut devenir. Donc, un amour inconditionnel qui dit « je t'aime comme t'es maintenant, chérie », mais je vois ton potentiel, je vois comment tu peux être transformé, puis j'aime cette personne-là aussi, puis je veux t'aider à y arriver. Et souvent, c'est vraiment ça aussi, c'est périlleux, parce que c'est facile de faire sentir à la personne que tu vas l'aimer plus si elle devient comme ça, ou que ton amour est conditionnel ou gradué par rapport à comment cette personne-là est. Moi, un exemple, c'est que ma femme a commencé à s'entraîner il y a un an. C'est drôle parce que quand elle était ado, les cours d'éducation physique, elle courait même pas quand c'était le temps du jogging. Comme moi, je cours pas. Ça m'intéresse pas. C'est comme, donne-moi la note de passage minimale. Je vais faire aucun effort. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'intérêt pour les sports ou quoi que ce soit. Puis il y a quelques années, elle a commencé, puis elle aime vraiment ça. Puis elle va dans un genre de gym où elle m'a invité une couple de fois où moi je suis sorti de là à quatre pattes. Puis c'est le fun parce qu'elle se développe, puis elle se donne des objectifs personnels, des objectifs physiques, mais moi je peux pas être que ah oui, tu sais, il faut vraiment que tu sois en forme, bébé, parce que tu sais, je veux que tu sois en shape, puis tu sais, ouais, c'est vrai que t'en as perdu un peu, ou avec le confinement, ouais, il faudrait que tu retournes. Tu sais, comme je dis, ça serait absurde ben, ça serait pas absurde. Il y a du monde qui le font, tu sais, mais ce serait pas l'amour inconditionnel, tu sais. Mais de l'autre côté, quand elle est comme motivée, pour moi, l'aimer, c'est aussi de dire comme ben, je vais m'occuper des enfants pour que tu puisses aller faire ça, ou on va aménager notre horaire pour que vraiment tu puisses faire les choses qui t'aident à te développer. Et est-ce que là, du coup, la différence, c'est pas je vais me servir de l'autre pour moi m'accomplir moi-même, mais je vais permettre à l'autre de s'accomplir lui-même? Je pense que c'est ça le défi du mariage ou du couple, c'est un genre de chèque en blanc mutuel. C'est comme un genre de chèque que tu dis, écoute, mets le montant que tu veux là-dessus, je te le donne, puis l'autre fait la même chose. Il y a comme une réciprocité sans attente. Tu peux pas être, comme ma femme dit souvent, faut pas que tu aies peur d'être la personne qui aime le plus dans le couple. Faut pas que tu te dises, ah ben attends, si moi j'y donne ça, puis je l'aime de telle façon, ben je dois calculer c'est quoi que j'ai en contrepartie. Tu dois donner au meilleur de tes capacités, puis l'autre doit se donner au meilleur de ses capacités avec ce qu'elle a. Puis, pour moi, ça, c'est la clé du développement dans le mariage. Quand le développement devient tellement centré sur soi-même, ben, c'est un échec. J'ai beaucoup rigolé. Il y a quelques jours, je regardais un compte Instagram et c'était une chaîne de gamers et ils faisaient des interviews de jeunes français et c'était beaucoup de questions autour du couple et il y en a un qui m'a vraiment fait rire. C'était très drôle dans l'ensemble, mais il y en a un qui dit ah non, moi je veux pas d'une fille qui va me bloquer dans mes projets, je veux continuer à avancer. Et c'était marrant évidemment d'entendre ça, mais en même temps il y a quand même comme une conception du monde et une philosophie derrière de dire ben si toi tu me permets pas d'avancer, moi je veux pas de toi en fait, ça vaut pas la peine qu'on soit ensemble parce que si tu es dans cette relation, il faut que tu m'aides à avancer. Ce que tu dis là, c'est en fait ensemble on va s'aider l'un l'autre à avancer. Et c'est pas juste toi, tu m'aides à avancer, c'est non, on s'aide l'un l'autre. Et donc, au contraire de l'idée de se dire, ben, ensemble, je peux aller plus loin, c'est dire, ben, ensemble, on peut aller plus loin. Et si on se tire l'un l'autre, on peut vraiment aller plus loin. Et c'est une des clés, apparemment, d'un couple qui dure, je pense, et d'une relation qui est stable et qui est enrichissante et qui est nourrissante. Et que ça, alors, ça se fait dans la prise de risque, on va gravir ensemble le mont Everest, et du coup, peut-être qu'à un moment, il faudra que je te laisse la place pour avancer devant moi. Peut-être que, parce que je t'aime, je vais devoir me donner dans ce moment-là pour te permettre de faire ce pas en avant. Ce qui est un peu contre-culturel, je pense. Exactement, puis c'est ça que j'aime c'est ce que j'aime de l'approche de Finkel, c'est cette idée-là de dire tu peux pas être tout le temps au sommet, tu peux pas être tout le temps en premier, tu peux pas être tout le temps à peak performance, à performance maximale. Par moment, tu portes l'autre sur tes épaules, par moment, c'est l'autre qui te
porte sur ses épaules. Puis, par moment, ben, les deux, on est à terre en train de récupérer notre souffle. On descend un petit peu d'altitude parce qu'il y a d'autres circonstances. Mais moi j'ai une question, comment est-ce que nos auditeurs qui peut-être ont pas eu ce genre de modèle autour d'eux. Peut-être que ils écoutent ça comme moi là, les gars, je bois vos paroles et je me dis ça a l'air génial ça. Mais moi autour de moi, j'ai pas eu particulièrement la famille ou le couple modèle qui m'a montré comment on fait concrètement. Si tu as grandi avec pas mal de divorces et d'échecs sentimentaux et que en fait tu galères à comprendre c'est quoi le don de soi, comment je fais pour aider l'autre parce que déjà toi tu es en 1000 morceaux, où est-ce que tu vas chercher le modèle pour ça? Merci de partager tes difficultés, parce que tes difficultés, c'est ta difficulté à comprendre, là, dont tu viens de parler. Il y a plein de gens, en fait, et puis moi aussi, en fait, je pense pas que ça existe des gens qui ont grandi dans une famille parfaite. Peut-être, je sais pas. La mienne, j'adore mes parents, mais ils ont pas eu une vie comme dans les romans. Ils ont eu des passades difficiles. Et j'ai pas forcément tout compris dès le départ, mais ce que fait toute communauté, toute société, toute civilisation, plutôt que de s'attendre à ce que chaque individu voit le modèle idéal et le reproduise, ben on raconte en fait, on explique, on met en récit ce que c'est que le meilleur exemple. Alors ça peut être illustré, ça peut être vraiment l'histoire d'un couple. Et je pense qu'en fait, il faut s'inspirer de récits qui nous parlent de ce que c'est qu'un vrai sacrifice, de récits qui nous montrent ce que c'est qu'un véritable engagement, un véritable amour qui peut durer sur le long terme. Parce que beaucoup de choses dans notre société actuelle militent peut-être dans le sens inverse, en fait. Il faut s'inspirer des bons récits. Et toi, JC, c'est quoi ton bon récit? Tu t'es inspiré de qui? Ben moi, je suis d'accord avec Christelle. Je veux dire, ça prend un héroïsme du couple aussi. Puis, comme toute société, ils vont mettre des statuts dans les places publiques de gens qu'il faut émuler. Je pense que ça prend des modèles comme ça pour le couple. C'est sûr, moi, je donnais des cours de préparation au mariage dans un contexte chrétien. Puis, c'est sûr, le modèle, c'était Jésus, qui lui-même a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et pourtant, Jésus était célibataire. Jésus était célibataire. C'est comme, ah ouais, c'est vrai. Hein? C'est quand même un peu bizarre que ton modèle de couple soit célibataire. Mais c'est dans toutes les relations, cette idée-là de dire aimer, c'est se donner. Puis souvent, je pense qu'on le comprend même comme au niveau de la sexualité. C'est comme aimer, c'est se donner. Mais c'est vrai au niveau de l'engagement, aimer, c'est se donner. Dans des amitiés, aimer, c'est se donner. C'est de se donner entièrement. Des fois, le mot sacrifice est comme un peu fort parce que ça implique une souffrance extraordinaire. Mais se donner, c'est aussi donner de son temps, donner ses capacités, de se donner, se donner ses qualités, son attention. Moi, quand je vais pêcher avec mon fils, je me donne. Tu sais. Donc, pour moi, mon modèle, c'est Jésus parce que c'est un modèle de celui qui s'est donné, mais jusqu'au bout. C'est comme la croix, c'est comme l'ultime sacrifice. C'est comme le don complet, total. Mais ça se vit au quotidien. Tu sais, des fois, c'est comme on pense à ces affaires-là comme quelque chose de comme... Ben, ça se passe dans une église, la foi, c'est comme c'est un espace de la société. Puis après ça, moi, j'ai mon quotidien, comment je suis avec ma femme, avec mes enfants. Puis ce que j'enseignais dans la préparation au mariage, non, c'est vraiment lié, mais ça te prend un modèle qui est vivant puis qui est visible. Ça, c'est sûr. Ça, c'est aussi une question qu'on veut laisser pour nos auditeurs, c'est qui votre modèle? C'est quoi votre modèle? Mais est-ce que aussi vous pouvez réagir à cette question du couple? C'est, je pense, mais pas évident. C'est pas pour rien qu'il y a autant de films romantiques ou de livres sociologiques ou de discussions de podcasts autour de c'est quoi le couple et de comment ça fonctionne. Laissez-nous des commentaires. Dites-nous comment ensemble, et nous pouvons aller plus loin. Mais en tout cas, il semble que Christelle et JC, vous avez trouvé un modèle. Aimer, c'est aussi le don de soi. Réagissez surtout, n'oubliez pas de vous dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup. It is like a finger pointing away to the moon.